Alors, pour être en phase avec votre titre, le nouveau choc des générations sur l'actualité, notre société aujourd'hui, de manière globale par rapport au travail que vous avez fait, est-ce qu'il y a vraiment un choc? Il y a un choc dont j'ai pris encore plus la mesure grâce à Samuel et à notre réflexion conjointe. Parce que moi j'ai une famille, j'ai des petits-enfants, mais je veux dire que la relation avec eux qui est bonne, excellente, spontanée, mais n'a jamais été, comment dire, jusqu'à étudier, vous voyez, ensemble les grandes différences. Parce que voilà, alors que grâce à mon dialogue avec Samuel, nous avons été obligés d'aller jusqu'au bout de cette réflexion et dans ses nuances, dans son histoire. Et c'est, je trouve, la raison très intéressante de ce dialogue. Alors ça c'est pour l'aspect, je vais compléter le propos de ma co-auteure, ça c'est pour l'aspect on va dire très, pour comprendre comment on s'est rendu compte, nous, sur un point de vue affectif de ce choc, effectivement en parlant avec notre entourage, en échangeant beaucoup également avec les personnes que nous remercions en annexe de l'ouvrage et qui nous ont gentiment donné leur point de vue. Maintenant, je pense que le choc, on l'a aussi traité de manière théorique, c'est-à-dire qu'on a pu se rendre compte au fur et à mesure que nous échangions qu'il y avait une véritable cassure entre la génération de Marie-France et la mienne. Alors d'abord parce que du temps de Marie-France Castarède, on pouvait parler d'une société névrotique, c'est-à-dire avec une place patriarcale extrêmement forte et des conflits psychiques plutôt basés sur l'ordre du refoulement, donc de tout le cortège de la névrose et d'une forme de révolte finalement, mais très refoulé, très abrasé. Tandis qu'aujourd'hui, on est passé à des problématiques beaucoup plus narcissiques. L'individu a désinvesti les grandes institutions politiques, religieuses, s'est retranché sur lui-même. Et alors qu'il s'agisse de manifestations cliniques, psychopathologiques ou de comportements plus normés, on voit que nous tournons beaucoup plus autour de troubles, par exemple des conduites, des troubles des conduites alimentaires, de troubles borderline, etc. Donc ça c'est pour le versant très psychopathologique comme je le disais, mais aussi un rapport à l'autre qui va être altéré. On le voit avec l'utilisation des réseaux sociaux par exemple, le rapport à l'altérité n'est plus du tout le même aujourd'hui qu'à l'époque de Marie-France Castarède. On parle un petit peu finalement aussi du rapport à l'objet qui est aussi pas du tout le même à l'époque de Marie-France Castarède et aujourd'hui. On est passé dans une société d'hyperconsommation et finalement on a l'impression qu'à l'époque de Marie-France il y avait comme ça une sorte de difficulté à construire son propre désir par rapport à une loi extrêmement forte, alors qu'aujourd'hui il y a une éthique de la consommation, on peut jouir de tout, jouir tout le temps, jouir tout de suite, mais est-ce que dans cette équation on parvient aisément à s'humaniser? J'en suis pas sûr. Alors justement, puisqu'on est sur le web, on peut parler, vous parlez de plein de choses, mais vous parlez beaucoup de cette société sur l'image, les réseaux sociaux, mais je vais aller au-delà de ça, il y a la publicité, il y a la pornographie, il y a aussi tout ce qui est information, breaking news, on peut passer d'un sujet à l'autre, Oui. on l'a vu en plus en ce moment, l'actualité est bien trop riche, voilà, on le regrette, donc tout ça, vous l'évoquez bien. Ah oui, alors quand vous parlez effectivement de ces images qui se superposent et de ces nouvelles qui arrivent. C'est-à-dire qu'on est appelé à les regarder, oui, hein, oui. On a le premier réflexe de ça, et en même temps ça nous répulse, quoi, on n'en peut et plus. alors moi, je vous dis, ma réaction, c'est que c'était beaucoup plus facile dans, disons, mon adolescence et ma jeune vie adulte, bien sûr, de réfléchir. Parce que vous aviez quelques personnalités, on reproche aujourd'hui ce mot de maître. Et moi, j'ai eu une immense admiration pour certains des maîtres qui m'ont formé. Donc leur pensée était une référence. Il fallait l'approfondir, il fallait la cultiver, il fallait remonter l'histoire. Et aujourd'hui, je vous cite quelque chose qui nous arrive, je pense, à tous. Vous avez énormément de débats à la télévision. Moi, je ne suis pas accrochée à la télé tous les soirs, j'ai d'autres activités, heureusement. Mais quand j'écoute un débat, je me dis, mais qui peut comprendre? Qui peut faire la synthèse du débat? On sort de là, on a écouté Pierre, Paul, Jacques et Jean, et il n'y a personne pour faire ce que j'appelle la pédagogie, c'est-à-dire dire, écoutez, voilà la thèse numéro 1, voilà l'antithèse numéro 2, voilà comment il faut penser la question, peut-être il y a deux manières, voici, je les résume, vous voyez, est-ce que vous... Voilà. Alors quant à la pornographie, là vous touchez un point qui m'a été particulièrement sensible, d'ailleurs j'en parle dans le livre, parce que j'ai assisté, et c'était un peu un hasard dans ma carrière, j'ai assisté à la naissance
du film pornographique qui nous est venu, j'en parle de temps en temps avec mes amis scandinaves, de Scandinavie, je n'ai pas oublié. Et là, il y avait quelque chose de sidérant pour ma génération, qui a été formée dans la pudeur, dans l'intérêt pour la vie psychologique. Le grand cinéaste Ingmar Bergman nous proposait des films très beaux, très bien joués, et en même temps, quelques problèmes psychologiques qui étaient toujours, comment dire, montrés par lui sous le plan de la complexité affective, psychologique. Alors qu'avec la pornographie, et je ne peux pas ne pas raconter comment ce président de cette commission, qui s'appelait à l'époque commission de contrôle, après avoir été commission de censure sous l'impulsion du général de Gaulle, nous a dit, écoutez mes chers amis, nous allons voir des films indigents, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas d'acteurs, vous allez être comme moi, probablement choqués par les images, mais nous devons les classer, nous devons donner un visa à ces films. Voilà comment, si vous voulez, la pornographie m'a, je dois dire, interpellée, bien sûr, et ensuite paru quelque chose voilà, qui m'apportait à moi absolument rien, parfois même une certaine forme d'accablement devant ces images, toujours les mêmes, stéréotypées et très crues. Alors, derrière cette idée de l'appel à un pédagogue qui viendrait dire un petit peu comme ça ce qui est la thèse 1, la thèse 2, l'antithèse, synthèse, moi je ressens pas du tout ce besoin. Je pense justement, encore une fois, on touche à ce choc des générations, c'est que j'appartiens à une génération qui est plutôt narcissique, qui cherche à se construire elle-même, à se comprendre elle-même et qui ne veut surtout pas qu'on lui dise ce qu'elle doit penser, comprendre et voilà, qui est habituée depuis, je pense, très longtemps à chercher elle-même les informations déjà sur Internet, à construire son propre savoir. Le rapport au savoir aujourd'hui a extrêmement évolué. Pour autant, moi je suis un fervent admirateur de Jean Baudrillard et de son travail sur le simulacre et la simulation, et je trouve qu'aujourd'hui on est confronté à une sorte d'illustration terrible et totale de ces théories. On a l'impression qu'il y a un flux constant d'images, que l'image est omniprésente, qu'elle est partout, mais qu'elle n'est plus jamais authentique et qu'elle n'est plus qu'un stigmate d'une vérité, alors laquelle je ne sais pas, mais qu'on perd un petit peu un rapport au sens des choses, et c'est un petit peu ce qu'on traite dans notre ouvrage. Quant à la pornographie, finalement, dans tout ça, j'ai l'impression qu'elle se confond, qu'elle se perd un petit peu avec le reste des images, mais qu'on n'est pas, comme peut le penser parfois Marie-France Castarède, des consommateurs éperdus de pornographie. Je pense simplement que l'image est vide, qu'il y a comme ça une vacuité à laquelle on est confronté, et que ça va bien au-delà du pornographique aujourd'hui.